Dans cette vidéo, nous allons aborder la seconde instruction de base de la programmation, après les instructions conditionnelles qu'on a vues précédemment, à savoir les boucles. Les boucles permettent de répéter des actions, des instructions, avec trois modes différents de répétition. Donc le premier, c'est qu'on peut répéter des actions un certain nombre de fois, à condition bien sûr de savoir à l'avance combien de fois on veut répéter les actions. Ensuite, on peut aussi répéter jusqu'à ce qu'une condition soit réalisée. Donc si on ne sait pas à l'avance combien de fois on veut répéter, mais on veut répéter en fonction d'une certaine condition. Ça peut être aussi tant qu'une certaine condition est réalisée. Et puis la troisième, c'est on veut répéter une action pour tous les éléments d'une liste ou tous les éléments d'un ensemble. Et donc les boucles effectuent des itérations et se terminent soit après un certain nombre d'itérations connues à l'avance, soit après la réalisation de ce qu'on appelle la condition d'arrêt. Le premier type de boucle, qu'on appelle en général la boucle pour, ou for en anglais, c'est celle pour laquelle on a un compteur qui varie d'une valeur initiale à une valeur finale. Donc dans ce cas-là, on sait combien de fois on veut faire l'action ou l'instruction. Donc on va dire pour une variable i, donc qui va être le compteur, de par exemple 0 à 3, faire une série d'actions et fin pour. Donc ça équivaut à une variable i qui vaut d'abord 0, puis 1, puis 2, puis 3, et on effectue des actions. Donc i égale 0, on effectue des actions, i égale 1, on effectue des actions, i égale 2, on effectue des actions, i égale 3, on effectue des actions. Et donc dans ce cas-là, si les actions ne dépendent pas de i, à ce moment-là, on peut très bien dire j'effectue 4 fois exactement la même série d'actions. Soit les actions dépendent de i, et à ce moment-là, les actions peuvent être différentes à chaque itération, puisqu'elles dépendent de la valeur de i qui, elle, est modifiée à chaque itération. Qu'est-ce que ça va donner en Python? Donc, en Python, on écrit en anglais, donc on va dire for. For i, donc qui va être mon compteur. Donc là, je l'appelle i, je l'ai appelé i tout à l'heure, mais je peux l'appeler vraiment comme je veux. Donc i in range 8. Donc ça veut dire que je veux faire mon opération 8 fois, 2 points. Donc là, je vais faire print et puis je vais écrire le carré, par exemple, le carré de i. Donc d'abord, j'écris la valeur de i, et puis égale, et puis i que j'élève au carré. Et donc, voilà ce que j'obtiens. J'affiche le carré de 0 égale 0, le carré de 1 égale 1, le carré de 2 égale 4, etc., etc., jusque carré de 7 égale 49. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les itérations de range commence à 0. Donc on ne va pas aller de 1 à 8, on va aller de 0 à 7. Donc la valeur finale est exclue, on ne va pas jusqu'à 8. Par contre, on le fait bien 8 fois puisqu'on commence à 0. Donc pour ce qui est de la syntaxe, on remarque bien donc le in, donc dans l'intervalle pour i, dans l'intervalle de 0 à 7, 2 points, comme pour les instructions conditionnelles if, et on entre dans un bloc conditionnel, dans un bloc de boucle, et donc on a une indentation. Donc j'aurais pu, comme pour les boucles les instructions conditionnelles, je peux très bien avoir plusieurs lignes d'instructions. Donc là, par exemple, je vais mettre une petite ligne avec des traits. Donc voilà, cette instruction est effectuée, cette série d'instructions est effectuée 8 fois. Donc j'ai 8 fois carré de i égale i au carré et d tiré. Donc par défaut, je commence à 0, mais si je veux démarrer à une autre valeur que 0, à ce moment-là, j'ajoute un deuxième paramètre à ma fonction range. Donc je dis for i in range 1 à 11. Donc là, on a deux paramètres. On peut même en avoir trois, mais ça, on le verra plus tard. Et donc i va commencer à 1 et se terminer à 11, mais toujours 11 exclu. Donc si j'exécute ça, on va afficher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc commencer à 1 et finir à 11 exclu. Deuxième type de boucle, la boucle tant que. Donc cette fois, on ne sait pas combien de fois on veut effectuer notre action, notre série d'actions. On va répéter ce bloc d'instructions tant qu'une condition est satisfaite. Donc notre mot-clé, c'est tant que la condition est vraie, faire notre série d'actions, fin tant que.
Donc ça, à quoi ça correspond? Ça correspond à une vérification à chaque itération de la véracité de la condition. Tant que la condition est vraie, ça veut dire, premièrement, vérifier que la condition est vraie avant d'entrer dans la boucle. Si la condition est vraie, on entre dans la boucle, on effectue une première fois les actions. À la fin de cette première série d'actions, on vérifie de nouveau que la condition est vraie. Ok, donc j'effectue les actions. Encore, encore. Et à la fin, il faut qu'il y ait une condition d'arrêt, c'est-à-dire que la condition devienne fausse. Quand la condition devient fausse, à ce moment-là, on quitte la boucle et on passe à la suite. Donc ça, c'est un point vraiment important puisque ça veut dire qu'on veut que nos actions aient une influence sur la condition. Si l'action a aucune influence sur la condition, à ce moment-là, la condition ne va jamais changer d'état, elle ne va jamais passer de vrai à faux, et dans ce cas-là, on entrera dans une boucle infinie, c'est-à-dire qu'on quittera jamais la boucle. Donc on veut que les actions puissent agir sur la véracité de la condition. On va prendre un exemple tout simple pour ce type de boucle qui est le contrôle de saisie. Donc on a vu déjà comment on posait une question, enfin on demandait une saisie à l'utilisateur avec la fonction input en Python. Donc là on va utiliser cette fonction input pour demander à l'utilisateur de répondre à une question quelconque, soit oui soit non, donc soit O soit N. Et ce qu'on veut, c'est vérifier qu'il a bien répondu O ou N, c'est-à-dire que tant que la réponse n'est pas valide, on veut recommencer. Alors en pseudocode, voilà ce que ça donne. Donc j'ai, avant d'entrer dans la boucle, une première lecture. Donc écrire voulez-vous un café, par exemple, oui ou non, donc O ou N. Et puis lire la réponse. Donc là j'ai une première réponse. Et tant que la réponse est différente de 0 et différente de n, à ce moment-là, ça veut dire que je n'ai pas validé la réponse, et donc je veux écrire je n'ai pas compris et lire la réponse de nouveau. Donc si la réponse est bonne du premier coup, c'est-à-dire que ici je vais répondre O ou N, à ce moment-là, cette condition sera toujours fausse et donc j'entrerai jamais dans la boucle. Si à la première itération la réponse est mauvaise, j'entre dans la boucle et à ce moment-là j'écris je n'ai pas compris tant que la réponse sera différente de 0 ou n. Et ensuite, quand la réponse sera enfin égale à 0 ou à n, je sortirai de la boucle. Et en Python maintenant, alors on commence avec réponse égale input voulez-vous un café, répondez par O ou N. Donc avec ça on aura une réponse qui sera une chaîne de caractères, mais l'utilisateur peut saisir ce qu'il veut. Donc on va dire while, qui est notre tant que en anglais, en Python. While, on peut dire réponse différent de O et réponse différent de N. À ce moment-là, je recommence, c'est-à-dire que je demande de nouveau, input, je n'ai pas compris. Et donc, à la sortie de cette boucle, je suis sûr que ma réponse c'est soit O, soit N, puisque sinon je suis resté dans cette boucle éternellement. Et donc là, je peux dire tranquillement, si réponse égale 0, à ce moment-là, print je vous prépare un café. Et sinon, print au revoir. Et je peux mettre tranquillement mon sinon en sachant que sinon c'est n, puisque c'est soit O, soit n. Donc voilà ce que ça donne. Voulez-vous un café? Répondez par O ou N. Si je réponds O directement, je vous prépare un café, je ne suis pas du tout rentré dans ma boucle while, puisque ma condition qui était réponse différente de 0 et réponse différente de N n'est pas du tout validée, puisque réponse est égale à O. Si, donc je recommence, si cette fois j'entre n'importe quoi, à ce moment-là, ma réponse est différente de O, ma réponse est différente de N, je n'ai pas compris, n'importe quoi de nouveau, je n'ai pas compris, n'importe quoi de nouveau, je n'ai pas compris, et au final je vais dire N cette fois, au revoir, parce que ma réponse est différente de O, et donc on rentre dans la boucle, dans la condition else. Là, on voit bien que le bloc d'instruction, mes actions, ont une influence sur la condition puisqu'ils modifient la variable réponse. Donc on peut avoir une condition d'arrêt qui est finalement validée.
Par contre, qu'est-ce qui se passe ici quand on n'a aucun lien entre la condition d'arrêt et notre série d'instructions? Donc ici, on a une variable sortie qui est à false. Donc on va entrer dans notre boucle puisque la condition c'est sortie, notre sortie, donc sortie égale à false. Et ma condition, mon action n'a rien à voir avec sortie. Et donc, il n'y a aucune raison pour que je sorte de ma boucle. Et donc, on doit faire très attention à ça, puisque voilà ce qui se passe quand je fais ça. J'écris bonjour, 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 et je ne m'arrête jamais. Et puis, une autre façon d'utiliser les boucles, c'est de faire des boucles de parcours, de listes, ou d'ensemble, ou de dictionnaire d'ailleurs. Donc, c'est des structures de données qu'on verra plus tard, mais on peut déjà voir un exemple simple avec les listes de la boucle for. Donc là, on a une liste dans laquelle on a mis les éléments, les chaînes de caractères Jean, Marie, Jacques et Brigitte. On voit qu'on a séparé tout ça par des virgules et que c'est entouré par des crochets. Donc c'est comme ça qu'on indique les listes. Et donc si je veux parcourir ça, eh bien, je vais tout simplement faire for, mettons personne par exemple, c'est un nom de variable, je pourrais mettre n'importe quoi, in list, donc ça veut dire pour toutes les personnes, pour toutes les variables de cette liste, et ben, je vais faire print personne, voilà, et si j'exécute ça, je vais faire print Jean, puis Marie, puis Jacques, puis Brigitte, c'est-à-dire que je vais faire des itérations sur chaque élément de la liste. Donc là, par exemple, si je fais, voilà, même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt, x2, voilà, on peut faire des opérations, on peut manipuler la variable personne à l'intérieur de nos itérations. Et puis pour terminer, c'est peut-être important de préciser que tout bloc d'instruction peut contenir d'autres blocs d'instruction. Par exemple, un bloc conditionnel peut contenir un autre bloc conditionnel ou plusieurs autres blocs conditionnels. Un bloc si peut contenir des boucles pour, des boucles tant que, et puis des boucles pour peuvent contenir d'autres boucles pour ou tant que. Donc on appelle ça des boucles imbriquées. Donc voyons ce que ça donne sur un exemple simple. Donc on va créer une sorte de tableau, de matrice. Donc avec des lignes entre 0 et 3, et puis avec des colonnes entre 0 et 4. Voilà, donc les colonnes, la boucle des colonnes, c'est à l'intérieur du bloc des lignes. Et puis on va faire un print, par exemple, ligne, et on va afficher la ligne, et puis colonne, et on va afficher la colonne. Donc on voit déjà ce qui se passe, et puis on va voir ça un petit peu plus en détail en rajoutant ici par exemple un petit arrêt. Donc la fonction input, on s'en est déjà servi pour faire une saisie de l'entrée de l'utilisateur. Ici on va s'en servir juste pour s'arrêter, pour faire une pause et pour constater ce qui se passe. Donc là on va dire avant entrer dans la deuxième boucle, et puis on va mettre le numéro de la ligne, voilà, et puis là à la place du print on va aussi mettre un input. Donc voilà ce qui se passe. Donc ici on entre donc dans la boucle for ligne, et puis on affiche avant d'entrer dans la deuxième boucle ligne 0. Donc ici on est là et on s'arrête. Et là on va entrer dans la deuxième boucle. Donc j'appuie sur entrée, et donc j'arrive à ce niveau là, je suis entré dans cette boucle, ligne vaut 0, et ici colonne vaut 0 aussi, puisqu'on fait une boucle de 0 à 4. Et puis on affiche du coup ligne 0, colonne 0. J'appuie de nouveau sur entrée, et donc là, ce qu'on remarque, c'est qu'on est toujours dans cette boucle imbriquée. C'est-à-dire qu'on va revenir à la deuxième itération des lignes que quand on aura terminé la boucle imbriquée. Donc là, ligne 0, colonne 1, ligne 0, colonne 2, ligne 0, colonne 3, ligne 0, colonne 4. Et ici, donc, colonne 4, on est arrivé à la fin de la boucle, qui allait jusqu'à 5 non compris, donc on va se retrouver ici. Et puisqu'on se retrouve ici, on va attaquer la deuxième itération de la boucle sur les lignes. Et donc, c'est ce qu'on va voir, entrée. Et donc là, on a
avant entrer dans la deuxième boucle ligne 1, donc ça veut dire qu'on arrive à cet input là avec ligne qui vaut 1. Et je rentre une deuxième fois dans cette boucle des colonnes. Ligne 1, colonne 0, ligne 1, colonne 1, ligne 1, colonne 2, ligne 1, colonne 3, ligne 1, colonne 4. Et de nouveau, j'arrive ici et je remonte à ma troisième itération, ligne 2, avant entrer dans la deuxième boucle, ligne 2, ligne 2, colonne 0, 1, 2, 3. Avant entrer dans la deuxième boucle, ligne 3, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, et j'ai terminé.